Mai, mois des mémoires, 3e, organisé par l'ONG Africa Mundo, avec ses partenaires et Comeco, le Roots Bar et le Beroukia, vous présente l'édition 2021, mai, mois des mémoires, 3e. Okay. Bienvenue à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Nous débutons donc ce deuxième direct de la journée. Nous sommes donc vraiment, on félicite nos intervenants tout à l'heure, de très très bonne facture, on va dire ça comme ça, des jeunes passionnés qui nous parlent aussi avec beaucoup de pédagogie de cette histoire du drapeau haïtien. Merci beaucoup. Merci à notre partenaire, le Réseau international des jeunes leaders africains. Cette discussion était donc animée par Josué Sena, qui est le premier vice-président de cette organisation, RIJLA. Merci de nous suivre. Eh bien, là, nous poursuivons effectivement notre discussion avec Raja Michel, qui est en direct avec nous depuis la Guadeloupe. Raja Michel, qui est maman attentionnée, attentive et qui est aussi spécialiste en bien-être vibratoire. C'est ce qu'on lui dit. Voilà. Merci beaucoup, Raja, d'être en contact avec nous, avec Africa Mundo. Nous rayonnons partout en Afrique, particulièrement en Afrique subsaharienne. Et dans le cadre de cette activité, mai, mois des mémoires, organisée donc par notre ONG Africa Mundo, pour que Antillais, Caribéens et Africains puissent vivre ensemble ce mois comme des abolitions, en fait, chargé d'histoire pour nous et chargé aussi d'histoire pour l'Afrique, puisque nous avons cette journée internationale de l'Afrique. Tout à fait. Journée qui a été marquée l'année dernière par l'assassinat de George Floyd, parce qu'il est mort, oui. assassiné effectivement ce fameux 25 mai 2020. Donc, en fait, vraiment, devoir de mémoire dans tous les sens du terme, évidemment. Et donc, c'est important pour nous de faire le lien. Et merci d'avoir accepté, donc, Raja, notre invitation. Alors, Yélé. Yélé. Voilà. Bon, merci d'être avec nous. On vous laisse le soin de partager, effectivement, ce direct avec nous. Raja, on va parler de ça. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais te laisser te présenter, malgré tout. Tout ça d'abord. Et puis après, on va rentrer dans le vif du sujet. Comment, en Guadeloupe, tu vis pleinement ton africanité? D'abord, c'est quoi africanité? C'est quoi en fait tous ces termes afrodescendants, des personnes afro-ascendantes, etc., etc. Bref, on va rentrer dans le vif du sujet tout à l'heure, mais je vais te laisser le soin de te présenter. Alors, yélé la famille, yélé tout le monde. Vous savez ce que ça veut dire yélé. Je salue en vous la lumière. Donc, nous renvoyons la lumière. Alors, moi, je suis née en Guadeloupe, à Saint-Claude. Donc, pour ceux qui connaissent peu la Guadeloupe, mais qui connaissent quand même un petit peu, je suis née au pied du volcan. Donc, peut-être que c'était prédestiné. Voilà. Et donc j'ai dû immigrer avec ma famille un peu après ma naissance, élevée en Europe, en France particulièrement. Et puis après, à la fin des études, je suis rentrée au pays parce que le pays m'appelait. C'était une évidence pour moi. Il me manquait, que vous dire, le soleil. Je vous assure que c'est la première chose qui m'a manqué là-bas, le soleil. Et puis le sourire des gens, ce sentiment de bienveillance, d'être compris, d'être parmi les siens. Donc, je suis rentrée. Et pourquoi je vous parle de l'Europe quand même? Parce que c'est là que j'ai découvert ce que j'étais vraiment, c'est-à-dire ascendance africaine. Alors, j'utilise le mot ascendance parce que pour moi, descendance, c'est vers le bas et ascendance, c'est vers le haut. Donc, d'ascendance africaine, je me suis découverte là-bas grâce, bien sûr, j'ai été élevée avec ma mère, donc ma mère avait énormément d'amis africains. J'ai de la famille parce qu'on s'est mixé, on est retourné aux sources, donc des cousins, des cousines qui se sont mixés avec d'autres personnes du continent africain. Donc, pour moi, c'était une évidence. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, j'ai un demi-siècle.
Donc, à l'époque, l'Afrique, j'ai trouvé que c'était assez mitigé. C'est-à-dire que quand vous avez de la chance de rencontrer des, entre guillemets, intellectuels ou des gens qui font des études ou qui sont dans le milieu politico-social et tout, économique, donc vous voyez une Afrique rayonnante qui s'affirme et tout ça. Et puis quand vous avez de l'autre côté, celui souvent des médias un peu dirigés, on a cette Afrique miséreuse avec plein de calamités. Et moi, j'ai préféré me tourner vers l'Afrique glorieuse, parce que partout dans le monde, même en Europe, il y a des gloires et puis il y a aussi des calamités. Donc voilà, et pour moi, l'Afrique, c'est quoi? C'est une évidence, c'est mon drap de peau, donc c'est moi. C'est une évidence, c'est mon drap de peau. Quand je me lève le matin, je ne vois rien d'autre. Et c'est quoi? C'est ma culture, c'est ce que j'ai appris dans les chants, dans les veillées, la façon dont on a se côtoyer entre voisins. C'est quoi encore? C'est les contes, c'est beaucoup les danses, puisque c'est comme ça qu'on communique essentiellement. C'est vraiment notre, justement, pour le coup, notre bien-être vibratoire est vraiment dans la danse et les chants. C'est aussi notre culture, c'est une diversité aussi de peuples. Parce que quand on dit Afrique, on ne parle pas d'un pays, on parle d'un continent. Avec 54 pays. 54 pays divisés en plus en d'innombrables peuples. Donc, on a une richesse qui, moi, me semble essentielle. Alors, avant que tu puisses me dire autre chose, j'ai souvent été attaquée. Bon, je ne le prends pas comme une attaque, hein, mais c'est le mot. Pourquoi toujours l'Afrique? Pourquoi cette culture noire? Pourquoi? Mais parce que tout simplement, j'ai eu la chance, comme beaucoup de gens, d'aller à l'école de l'Europe, n'est-ce pas? Que j'ai bien appris leurs leçons et qu'il me manque quelque chose. D'accord? Donc, comme il me manquait quelque chose, il a fallu me tourner vers ce en quoi je croyais. Donc, je me suis retournée d'abord vers l'Inde. C'est assez particulier puisque je suis mixée Inde et Afrique. Et en fait, cette richesse m'a ramenée à l'Afrique. Donc, forcément, voilà. Bon, très bien. Merci beaucoup pour ce passage et cette belle présentation de toi, chère Raja. Ton africanité, donc, en Guadeloupe, aux Antilles, de façon plus large. Donc, si on doit définir africanité, le sens premier, c'est caractère spécifique de la culture et de la société africaine. Et donc, toi, tu disais que quelque part, il te manquait quelque chose et il fallait que tu ailles chercher ça, effectivement, dans le bassin africain, là où tes origines même t'appellent. Comment, justement, comment dire, le fait de dire ça, donc en Guadeloupe, comment tu vis ton africanité, est-ce que c'est incongru ou est-ce que ça a du sens? Ah, pour moi, ça a beaucoup de sens. Dans la mesure que, comme j'étais en recherche, quand je suis rentrée en Guadeloupe, bon, j'avais déjà cette base familiale où on était quand même assez porté vers, je dirais pas vers le continent, mais vers cette culture. Hein? C'est-à-dire que j'appose deux mondes quand même. Vous avez ceux qui s'y intéressent, qui ont vraiment envie de s'imprégner, d'y aller et de faire. Et puis, il y a ceux qui se reconnaissent, mais qui n'ont pas spécialement cette envie, ce besoin de se fondre dans cette culture. Donc, il y a des choses qui ressortent comme, devenir, enfin, entre guillemets, roots. Alors, moi, j'ai eu de la chance de rencontrer Rastafari, qui, justement, défendait cette africanité avec l'un des plus grands leaders que nous ayons eu, quand même, c'est Sa Majesté l'Empereur Haïli Sélassié, qui vraiment, ce courant culturel m'a vraiment ouvert encore plus, parce que là, j'ai découvert ce que je savais déjà, mais là, je l'ai vu de mes yeux, la grandeur de l'Afrique, la royauté de l'Afrique. Et je pense que grâce à ce mouvement, on a vraiment fait un travail de recherche culturelle de par, premièrement, le nom qu'on donnait à nos enfants, ce qui est fondamental pour moi. Après, par la façon dont on fonctionnait en communauté,
avec de l'entraide, du soutien, de la bienveillance, de la bienséance envers tous, donc envers les adultes, mais aussi envers les enfants, ce qui était très important puisque c'est notre futur. Et puis, on a monté tout un tas de connexions dans la Caraïbe. Et c'est là, en fait, c'est en échangeant avec les autres afro-ascendants de la Caraïbe qu'on se rend compte qu'on a un socle commun et qu'il vient de là, quoi. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que le bateau, il s'est arrêté dans différentes îles. On nous a donné différents noms, mais on est la même famille, en fait. C'est ça. Et donc, c'est en échangeant avec les gens que j'ai pu voir mon africanité, si on peut le dire, quoi. Bon. Voilà. Je sais qu'il y a encore peu, hein, même s'il y a des émissions où les gens parlent, tu sais, devant la télé, devant un micro, on dit tout et son contraire parfois. Donc, quand certaines personnes sont interrogées, ils disent non, non, mais on les accepte, les Africains, on sait qu'on vient de là. On sait qu'on vient de là, mais bon, concrètement, en Guadeloupe, qui j'en quoi tout pays, Raja? Est-ce que effectivement, nous avons parlé de l'Afrique tant qui ça, est-ce que nous avons senti que vraiment racine en nous là? Donc, je reprends en français. Donc, est-ce que vraiment en Guadeloupe, aux Antilles de façon générale, on retrouve vraiment effectivement cette fierté d'appartenir à ce grand continent aussi, à travers effectivement notre ascendance africaine? Est-ce que tu sens réellement cette fierté et comment elle se manifeste? Oui, en fait, c'est ce que je te disais, tu as deux camps. Alors, tu as ceux qui acceptent, hein, qui tolèrent, bon, on ne va pas parler d'eux, mais ceux qui embrassent cette culture, oui. Donc, déjà, on a eu la chance d'avoir, tu connais ce groupe mythique Akio de carnaval qui a fait un travail mais gigantesque, pas que, hein, excusez-moi pour les autres, mais je parle d'Akio parce que Akio a 30 ans et à l'âge que moi, quand je suis rentrée en Guadeloupe, c'est à ce moment-là, enfin plus de 30 ans maintenant, mais c'est à ce moment-là où j'ai vu… Mascaclé tous les autres. Voilà, ils ont fait un grand travail et puis, tu sais, là, je pense… C'est à travers la culture aussi, c'est surtout à travers la culture. Vraiment à travers la culture, oui, à travers la culture, le gros cas, la nourriture, j'en ai pas encore parlé parce que ça, c'est vraiment mon domaine, mais la nourriture, les tresses, les cheveux, parce que même s'il y avait une grande proportion de personnes, de femmes qui se défrisaient ou qui mettaient des perruques, des choses comme ça, mais bon, il y a eu ce retour aussi. Il y a eu, alors il y a 30 ans, quand je suis rentrée en Guadeloupe et que je m'habillais en pagne, on me disait que je me déguisais. Maintenant, on est 60% de la population qui nous déguisons. Alors, je suis contente. Non, justement, on se réapproprie. On se réapproprie nos racines, effectivement. Exactement, tout à fait. Donc, mais par contre, ceux qui décident d'embrasser leur culture, oui, ils vont vraiment à fond. Hein. Ils vont vraiment, vraiment à fond, hein, je trouve. Hein. Parce que moi, ça fait longtemps que je suis dedans, donc j'ai été progressivement, mais je vois quand ceux qui arrivent maintenant, là, ils jouent pas, hein, ils veulent vraiment être reconnaissants. Et d'ailleurs, grâce à beaucoup d'associations ici, il y a énormément de flux, en fait. Il y a beaucoup de gens qui partent, qui reviennent. Il y a une communauté africaine aussi installée ici assez forte. Donc, voilà. Et moi, j'ai pas mal de contacts avec des Antillais qui vivent sur le continent aussi. Bon. Donc, voilà. Raja, justement, est-ce que, bon, alors on a parlé de la culture, les groupes carnavalesques, etc., dans les tenues vestimentaires aussi. On va arriver évidemment à l'alimentation tout à l'heure, mais tu disais tout à l'heure que voilà, hein, tu as ce demi-siècle qui approche ou tu es en plein dedans, peu importe. En tout cas, tu as du vécu et justement par rapport à parce que tu es aussi mère de famille, cette transformation aussi au niveau des jeunes qui revendiquent peut-être davantage leur culture, ce grand concert caribéen. Effectivement multiethnique, on va dire ça aussi comme ça, oui. Donc avec ces cultures différentes et puis finalement qui s'embrassent et où nous vivons relativement bien. Est-ce que tu peux me dire justement ce que tu as pensé de l'après-assassinat de George Floyd, justement, ce qui s'est passé en Martinique et ailleurs dans le monde où certains jeunes ont déboulonné des statues, enfin bref, cette espèce de révolte qui a eu aussi d'indignation mondiale. Comment, toi, ça t'a interpellé en tant que Guadeloupéenne et en tant que mère de famille? Alors, ça m'a interpellée. Déjà, j'ai eu beaucoup de…
je ne sais pas si c'est de la tristesse, mais une espèce de consternation quand même, que ce que nous avons vécu il y a une quarantaine d'années revient encore à nouveau. N'a jamais cessé, hein, mais avec autant pas de violence, mais autant de force. Ça m'interpelle beaucoup. Je me demande à quel moment on a lâché, on a laissé faire, on a laissé nos enfants peut-être croire qu'ils n'avaient pas besoin de se protéger ou qu'on avait fait le chemin pour eux. Et après avoir analysé tout ça, je trouve que c'est une bonne chose finalement. Parce que peut-être ce que nous n'osions pas à cause de nos familles, de la morale, de tout un tas de choses, nous n'osions pas exprimer, nos enfants le font et ils prennent leurs responsabilités. Donc, cette crainte qu'on avait, cette peur, je pense qu'elle a été transcendée par justement toute cette violence à laquelle on assiste. Et je pense qu'au bout d'un moment, les peuples et surtout les nouvelles générations, avec tout ce qui se passe, tous les problèmes qu'on leur colle dans leur vie, là, je pense qu'au bout d'un moment, ils n'ont plus peur de rien et ils y vont. Et moi, je n'ai pas peur parce que j'espère qu'on va pouvoir les encadrer et on va pouvoir les accompagner parce que c'est notre rôle de les accompagner. Alors, je reviens sur ce que tu as dit. Alors, les prendre leurs responsabilités, etc., les accompagner. Mais justement, les luttes étaient assez violentes dans le temps. Est-ce que les mêmes armes qu'on utilisait il y a quelque temps, il y a quelques années, il y a quelques décennies de cela, est-ce que c'est avec les mêmes armes qu'il faut aujourd'hui se battre? Sachant que nous avons le numérique, on a les réseaux sociaux, enfin bref, on a plusieurs façons de voir les choses. Est-ce qu'aujourd'hui, effectivement, parce qu'au final, quand on regarde, ça n'a rien donné. Ces luttes-là, dans le sens où, bien sûr, il y a eu des victoires, enfin des combats ont été menés, bien sûr, qu'il y a eu des choses significatives qui ont été réalisées, mais le temps avant n'est pas celui d'aujourd'hui. On a d'autres choses qui se collent à tout ça. Alors, quand tu parles d'accompagnement, comment il faudrait accompagner ces jeunes-là? Alors justement, c'est chacun sa place dans ces cas-là. C'est chacun sa place. Nous, avec notre réflexion, comme tu disais, du siècle dernier, parce que finalement, le 21e siècle vient de commencer, d'accord? Donc, avec une certaine réflexion, avec une certaine expérience, avec de certaines fondations. Mais effectivement, comme on est au 21e siècle, il nous faut, je ne sais pas si je pourrais dire réinventer les combats, mais suivre en tout cas le mouvement de ce que la jeunesse nous montre. Alors, comme tu disais, avec les nouveaux réseaux sociaux, les nouvelles façons de communiquer, oui, c'est comme ça qu'il faut les accompagner. Mais quand je parlais d'accompagnement, je parlais surtout d'instruction et d'éducation. Oui, c'est aussi l'accompagnement. Voilà, ça fait partie. Surtout ça. Et souvent, on met ça de côté parce qu'on est toujours souvent dans une lutte syndicale, quoique c'est très important. C'est pas, oui. Voilà, c'est pas, voilà, il y a eu, les luttes ont toujours apporté effectivement toutes ces évolutions que nous avons connues. Mais il y a cette éducation, il y a aussi ce devoir de mémoire qui va aussi avec son histoire qu'on doit s'approprier. Parce qu'effectivement, connaître son histoire, ça nous permet d'aller en avant. Moi-même, il y a quelque temps, j'étais pas aussi engagé en Afrique par rapport à ce que je faisais. Et puis, ces 4 dernières années, ce sont pour moi les plus belles, quoi, de voir comment on peut agir très concrètement au cœur des populations avec 3 fois rien, mais on peut apporter effectivement du bonheur par rapport à ce qu'on peut faire. Donc, l'accompagnement des jeunes, ça va aussi avec la formation, ça va aussi avec l'éducation, et ça va aussi avec le recul que peuvent donner aussi les aînés. Voilà. Et comme tu disais, il y a un mot que j'affectionne il y a 2 mots que j'affectionne particulièrement, c'est initiation. Ça, c'est une chose qui existe encore dans nos cultures un peu moins occidentalisées ou urbanisées. Et je pense que ça, c'est vraiment l'un des points que nous avons perdus avec la grande déportation, que nous devons retrouver. L'initiation, et l'initiation à tout âge, c'est-à-dire de la petite enfance à l'adulte, en passant par l'aîné et même en passant par
par les groupes genrés. C'est-à-dire qu'une femme va être initiée d'une certaine façon, un homme va être initié d'une certaine façon, et forcément, ça emmène la transmission. Donc, voilà les deux mots, je trouve, avec lesquels nous devons nous réconcilier. Et donc, nous devons vraiment faire des phases d'initiation et de transmission très importantes. Et c'est pour ça qu'il est dommage que ce qu'on avait l'habitude de faire avant, les veillées, les choses comme ça, sont en disparition. Il y a encore des jeunes qui se battent plus ou moins avec ça, mais comme tu disais, avec les nouveaux réseaux, avec les nouveaux moyens de communication, je suis sûre qu'on peut inventer des choses virtuelles qui pourraient être concrètes. Voilà. Absolument. Et puis, ça me fait très plaisir de t'entendre parler effectivement de transmission de génération et de transmission des savoirs et des savoir-faire de génération en génération, et particulièrement la transmission des savoirs entre femmes. Justement, oui. Africa Mundo est en train de travailler sur un beau projet justement de série de documentaires sur la transmission des savoirs entre femmes, et particulièrement effectivement, enfin, dans différents pays, à la fois en Haïti, à la fois sur le continent africain aussi, et puis ailleurs, au Brésil, etc. Bref, en tout cas, ça se prépare et ça nous fait plaisir. On arrive maintenant justement, Raja, oui. À ton cœur de métier, puisque tu es dans le bien-être, et vivre son africanité aussi, ben c'est aussi cet art alimentaire, j'ai envie de dire aussi. Et donc, ça fait très, très longtemps que toi, tu cultives ça pour toi-même et ta famille, et tu as décidé de partager cela avec le plus grand nombre et d'en faire ton activité. Parle-nous de ce que tu fais. Ah oui, alors justement, je rebondis avec toi. En tant que femme, je me suis rendu compte que je devais avoir une alimentation spécifique selon la période de ma vie. C'est-à-dire, comme je mangeais adolescente, je n'ai pas mangé de la même façon quand je me suis retrouvée pour enfanter, ou maintenant quand j'arrive à la fleur de l'âge, n'est-ce pas? Et donc, en fait, c'est en me passionnant de la terre que ça m'est venu. C'est-à-dire que manger, voir comment la nature nous comblait de ses richesses, ça m'a donné envie de devenir donc végétarienne il y a 30 ans de ça. Ce n'était pas encore à la mode, personne ne connaissait ni vegan, ni locavore. Et moi, je me suis dit, bon, ben, j'arrête. Et quand je suis rentrée en Guadeloupe, il y avait cette possibilité encore de continuer à manger du poisson. Et je me suis dit, mais en fait, si j'arrête la chair terrestre, il me faut arrêter forcément la chair maritime. Ça me semblait logique, personnellement. Et donc, je te parle, la période est très importante parce qu'il y a 30 ans, quand vous aviez ce genre d'alimentation, vous étiez perçu très négativement par la majorité des gens. On m'a traité de folle, on m'a traité d'inconsciente. Enfin, j'ai eu tous les droits, tous les jolis mots, noms d'oiseaux qui existaient. Vraiment, mais, vraiment. Oui, vraiment. Mais jusqu'à maintenant, il y a encore des gens qui ricanent de ça. Alors, moi, je ne me suis jamais sentie concernée parce que je voyais bien que sur mon corps, physiquement, ça avait un impact, quoi. Je me sentais mieux, je me sentais plus légère. J'ai pu faire 6 enfants sans problème. Enfin, bon, voilà, quoi. Donc, pour moi, il y avait vraiment… c'est-à-dire que j'ai pris mon corps comme un laboratoire et je me suis dit, si ça passe pour moi, ça passe pour les autres aussi. Et il a fallu convaincre les docteurs que je pouvais enfanter tout en étant végétarienne, avoir des enfants végétariens, les faire grandir végétariens. Donc tes enfants sont végétariens, tous? Tous, mais depuis la conception. Hein. Donc, j'ai dû me former, m'auto-former. Donc, voilà, rentrer dans les livres, chercher, faire des recherches. Et une fois que tu as les bases de l'alimentation végane, comme ils disent maintenant, tu essaies de voir comment, dans ton espace guadeloupéen, tu peux utiliser ce que tu as. Donc, entre parenthèses, on était végétarien il n'y a pas si longtemps que ça encore. Hein. La viande est arrivée il y a à peine 40 ans. Bien sûr. De façon aussi… Bien sûr. Et maintenant, on est des carnivores, bon, un peu comme, oui, un peu comme moi, j'avoue, pour l'instant. Oui.
Mais tu sais, moi, en fait, voilà, pendant longtemps, oui, j'ai fait la guerre aux carnivores. J'avoue, j'ai eu cette période. Et avec l'âge, avec la sagesse, j'espère, je me suis rendu compte qu'en fait, non. En fait, il faut expliquer C'est un aux processus, gens en fait. C'est un processus. voilà, c'est un processus. Et puis, tu peux manger de la viande, du poisson, mais en fait, changer l'habitude de l'accompagnement. C'est-à-dire arrêter un riz blanc, mais mettre plutôt un bon morceau de fruits à pain avec une bonne banane jaune, avec un bon légume ruisselé qui va, voilà, changer la donne au niveau de l'assiette. Plantain à locaux, hein, plantain à locaux. Voilà, plantain à locaux, tout un tas de choses, quoi. Alors, Raja, est-ce qu'on peut dire aussi qu'en fonction de son environnement, on change plus ou moins? Moi, je sais que bon, je suis resté pas mal de mois au Bénin. Je crois que à force, si j'étais resté au Bénin vraiment pour m'y installer, là, je crois que je serais devenue végétarienne, mais sans problème. Sans problème. Alors là, sans problème, ok. Mais est-ce que ça dépend aussi effectivement de son environnement, passage aussi dans la vie, enfin bref, les gens aussi qu'on côtoie, c'est tout ça qui crée son écosystème aussi, non? Alors, bon, pour avoir vraiment subi ça, je peux te dire que moi, c'est un combat que j'ai dû endurer parce qu'il y avait, à part mes amis, mes frères et sœurs Rastafari qui sont plus ou moins végétariens aussi, le reste du monde autour de nous, surtout en Guadeloupe. Et puis, tu sais, je suis rentrée en Guadeloupe, c'est pour donner une idée. Je suis rentrée après le cyclone Hugo, tu vois. Donc, c'est vraiment là où les gens ont voulu, après avoir subi ce traumatisme qu'a été Hugo, ils ont voulu vraiment prendre la vie à plein de bras. Et moi, je suis arrivée avec mes histoires de roots, de je mange pas de viande, je mange juste. Alors vraiment, les gens, ils ont pas compris. Et c'est compréhensif, tout à fait. Mais j'avoue que non, moi, j'ai pas eu d'aide. Il a fallu vraiment que je me batte pour m'imposer. Et même parmi mes frères et sœurs Rastafari, j'en ai qui me disaient, mais t'es trop extrême. Mais en fait, on a souffert. Comment? Est-ce que tu en as souffert? Non. Non, peut-être de par mon caractère, je me suis mise. Alors, c'est vrai que je me suis retirée, entre guillemets, du monde. Donc, tu t'es mise en mode Amazon, quoi. Donc, je me suis, voilà, exactement. Je suis mise en mode Amazon et je me suis formée. Comme je te dis, je me suis formée. J'ai voulu comprendre moi-même pourquoi je voulais aller jusqu'au bout comme ça et que les gens trouvaient ça un peu décalé. Et en fait, c'est ça qui m'a permis justement de tenir. Et puis, comme je te dis, je connaissais mon corps, je voyais le bienfait que ça m'apportait. Mes enfants jamais malades. Tu vois, Mélina, c'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier. Ton enfant, il n'est jamais malade. Tu vois, pas de fracture. C'est une bénédiction. C'est une bénédiction, effectivement. Et puis, c'est une évidence aussi, parce que quand le bateau il ne va pas rentrer en Guadeloupe, Docteur Henri-Joseph en parle, hein? Oui. On le salue d'ailleurs. Oui. Mais avant lui, oui, c'est vrai, avant lui, il y en avait beaucoup d'autres. Hein, et puis, le mouvement Raga, tu sais, le mouvement dancehall a beaucoup décrié ça, dont Oliver Stone. Père Emergia aussi. Et oui, alors eux, ce sont mes mentors. Parmi certains mentors, ce sont mes mentors qui ont, eux, démontré par l'action que c'était possible. Et c'est ça, en fait, quand vous avez le résultat devant vous, vous voyez, parce qu'eux, ils ont poussé. Moi, ça c'est resté au temps de l'alimentation, un peu vestimentaire aussi. J'avoue qu'à un moment, je mettais que des toiles sur moi. Mais eux, ils nous ont prouvé qu'on pouvait tout faire. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ce mélange entre la modernité et la tradition. C'est-à-dire qu'on pouvait très bien faire ses chaussures, ses vêtements, son habitation, tout son matériel de nourriture et tout ça, mais en même temps travailler sur un ordinateur, avoir un téléphone portable pour voir. Voilà, l'un et l'autre n'étaient pas incompatibles. Et en fait, moi, c'est souvent ce problème que j'avais avec les gens, c'est qu'ils m'apposaient toujours ce côté roots avec comme une régression. Alors que moi, je leur disais, mais non, mais c'est une progression. On va au-delà de ce qu'on a voulu nous imposer. Mais bon, grâce à la vie, on est arrivé maintenant où ce combat-là porte ses fruits parce que justement, c'est devenu très à la mode d'être végane, d'être locavore, d'être… voilà. Alors justement, on revient là-dessus en fait, Raja. Donc en fait, qu'est-ce que tu fais? Tu fais des ateliers,
culinaire pour apprendre aux gens à manger plus sainement. Parle-nous un peu d'une de tes journées où justement tu fais ce type d'atelier. Ah oui, alors je fais donc soit des masterclass, c'est-à-dire que je viens avec mes produits déjà plus ou moins préparés, je fais la finition, on fait une dégustation et forcément on parle autour des bienfaits de ce que j'ai emmené et tout. Je fais des ateliers aussi où je fais vraiment de l'accompagnement aux personnes individuellement ou en groupe autour, alors ça peut être autour d'un produit, mais ça peut être aussi autour d'une saveur qu'on veut retrouver, par exemple la cuisine asiatique, comment faire de la cuisine asiatique avec nos produits locaux, n'est-ce pas? C'est tout à fait possible, puisqu'on a des produits qui sont similaires. Je fais aussi de l'accompagnement et de la consultation particulière, c'est-à-dire qu'en ce moment, par exemple, je coach une ado, je coach aussi une sportive. Alors, je me suis spécialisée pour l'instant dans le féminin, tu en parlais tout à l'heure. Pourquoi? Parce que déjà, je suis une femme, je vois à peu près les différents cycles du féminin et donc j'essaie d'accompagner les femmes. Alors, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une intervention pour des femmes enceintes. Enfin, je touche tous les publics parce qu'en fait, la malnutrition touche tout le monde. Oui, c'est ça. Et puis, on a souvent des problèmes chez nous aux Antilles et qui touchent aussi pas mal l'Afrique, hein, mine de rien, depuis quelques années, le diabète, enfin le cholestérol, etc., etc. Quoi. Oui. Et donc, en fait, voilà, je fais ça aussi. Tu n'aimes peut-être pas le terme coach nutritif, mais en tout cas, tu fais de l'accompagnement et pour toi, c'est important d'avoir une saine alimentation. Tout à fait. Alors, et je fais autre chose. Je fais une découverte pour les 20-30 ans à peu près. Donc, c'est à peu près l'âge de mes enfants, justement. Je pense beaucoup à eux. Et donc, je leur fais des tables d'hôtes où ils découvrent l'alimentation. Alors, j'ai un très grand succès parmi eux. Et en fait, pourquoi eux spécialement? Parce que justement, ce sont les générations futures qui, bercées avec ça, vont avoir quand même un esprit ouvert à ça. Voilà. Et c'est bon ça, table d'hôte, mais c'est super pour cette génération qui a tant besoin effectivement de. Alors, est-ce que je partage mon bureau avec quelqu'un qui te pose une question et dit, serais-tu devenue une influenceuse alimentaire? Alors, comme justement tu me parlais, tu me disais que les coachs, c'est très à la mode. Moi, je prends les mots modernes. Alors oui, je suis une influenceuse alimentaire. Bon, voilà, c'est bon. Voilà. Mais j'utilise alors, on n'a parlé que de l'aliment, mais j'utilise aussi les plantes médicinales, les huiles et tout ça. Et ça, c'est en soins extérieurs. Donc, je fais du conseil aussi intérieur, extérieur. D'accord, voilà. Très bien. Et ça nécessite une bonne énergie toujours. Alors, quand je vois tes photos sur Facebook, toujours en pleine nature, quand c'est pas le manguier, ben c'est la rivière, etc. C'est important pour toi et ça fait partie de cette bonne hygiène alimentaire. Absolument. Et hygiène de vie, plus largement, pardon. Oui, absolument. Il m'est nécessaire, moi, de me plonger régulièrement dans la nature. Donc, déjà, pour ne pas gâcher, parce qu'on en est rempli, alors pourquoi ne pas en profiter? Et puis, alors, je ne vais pas rentrer dans le côté trop spirituel, mais ça fait partie de ma spiritualité. Au niveau d'Africa Mondo, on peut, c'est en Guadeloupe, on va dire. D'accord. Les Kibitins, Raja Kapal est là. Ouais. Non, là, notre public est africain. Donc, le culturel n'est jamais très loin. Ça cohabite en permanence. Et vraiment, quand on parle de bénédiction, moi, quand je dis que je suis contente effectivement d'avoir découvert ce monde africain, cette africanité, je suis vraiment heureuse parce que c'est vraiment un endroit où on est à l'aise et on peut être qui nous sommes en fait, en réalité. Tout à fait. Et donc, pour continuer comme ça, oui, moi, ça fait partie de ma spiritualité, c'est-à-dire que comme tout le monde, j'ai eu un cheminement sous l'emprise et depuis, je me suis libérée. Donc, dans tout point. Donc, ça a été vraiment un cheminement. Là, tu peux voir, je me suis libérée déjà alimentairement. Après, donc culturellement, j'étais déjà dedans. Après, culturellement. Et là, donc, je me sens vraiment en pleine possession de mes pouvoirs et je me sens vraiment animée par quelque chose. Et effectivement, c'est ma spiritualité qui me le donne, moi. C'est-à-dire que quand j'ai besoin de me ressourcer, je me mets au soleil. Je sais que je fais mon plein d'énergie.
Voilà, quand j'ai besoin de parler, de crier, de m'affirmer, ben, je vais dans les bois, je peux m'exprimer. Voilà, donc voilà. Bon, c'est super. On était parti pour à peine 30 minutes et je crois qu'on a déjà largement dépassé. Ça me fait très plaisir. Un message justement pour tous ces Afro-Caribéens que nous sommes et qui sont pas encore en accord avec les racines africaines que nous avons en nous. Est-ce que tu as un message pour justement toutes ces personnes et puis évidemment parler aussi d'alimentation, dire à quel point c'est aussi important? Oui. Alors, j'ai pas parlé de mon voyage au Sénégal. Il y a 5 ans, j'ai fait un voyage au Sénégal. Il faut en parler, il faut en parler. Oui, pourquoi j'en parle? Parce que forte déjà d'être une Africaine de la Caraïbe, il me fallait faire ce voyage. Je l'ai fait. Et là, je me suis rendu compte, et c'est ça qui est beau, c'est que quand je suis arrivée là-bas, je suis une vraie Africaine. J'ai retrouvé nos expressions. J'ai retrouvé, et c'est surtout ça qui m'a vraiment le plus marqué, c'est l'expression de vie, la façon dont nous vivons, la façon dont nous nous interpellons, nous échangeons, mais nous sommes totalement comme ça. Alors, que dire aux gens qui sont encore sceptiques? C'est de laisser la peur. Guérissons-nous de la peur. La peur est quelque chose qui nous limite. Ne nous limitons pas. Alors, comme souvent on me dit… Paralyse même. Paralyse carrément. N'ayons pas peur. Allons. Autant nous avons la curiosité de d'autres cultures asiatiques, indiennes, arabes ou n'importe quoi, n'ayons pas peur aussi de notre propre culture. Autre chose, ne croyons pas toujours ce qui nous est dit, d'accord? Sachons que quand un documentaire est fait et nous montre le misérabilisme de notre pays, sachons que 1000 personnes vont vivre dans ce pays et n'ont pas peur de ce misérabilisme. Rappelons-nous aussi que quand il y a des problèmes dans nos pays et qu'il faut rapatrier les gens, il y a beaucoup de rapatriements. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos pays sont vivables, quel que soit notre style de vie, nos centres d'intérêt et tout ça. Donc, n'ayons pas peur, allons chercher, voyageons, faisons le pas, allez mettre votre pied sur le continent, confrontez-vous aux autres. On n'a pas peur d'aller chez toi, par exemple, en ce moment au Canada. On n'a pas peur d'aller aux États-Unis faire des études ou en Europe. Alors, pourquoi avoir cette peur? Délivrons-nous. Pour moi, c'est vraiment se délivrer. Et il y a une parole qui dit organize and centralize. Donc, n'ayons pas peur de centraliser nos connaissances, hein, de faire le tri, de faire le nettoyage. Et ça, c'est un nettoyage énergétique aussi. Faire ce nettoyage et après, nous organiser pour pouvoir être assez fort pour pouvoir faire le pont. Le pont, je ne parle pas de retour. Avant, j'étais très exode, mais j'ai vu que les gens avaient une petite réticence. Alors déjà, faisons l'aller-retour. Ce sera déjà une bonne chose. Oui, c'est très important de préparer son voyage. Et puis d'ailleurs, je profite de cette rencontre avec toi pour saluer les nouveaux Guadeloupéens, Martiniquais, enfin bref, les nouveaux Antillais qui arrivent donc au Bénin, qui tentent aussi l'expérience. Force et courage à eux. Et puis tous ceux qui vont dans les pays d'Afrique et qui décident de s'y installer, c'est vraiment magnifique. On prépare déjà, nous, pour Africa Mundo, la 3e édition du mois de l'histoire de l'Afrique et de ses diasporas. On aura l'occasion de communiquer là-dessus, Togo peut-être ou Congo-Brazzaville, on ne sait pas encore, mais on espère bien pouvoir faire cette édition physique, puisqu'effectivement, ce que nous avons vécu au Bénin l'année dernière était extraordinaire. Ah oui. Plus qu'une communion, c'était magique. Donc, Raja, merci pour ce moment de discussion, à toi, merci à vous, Africa Mundo. De dire que tu vis bien ton africanité en Guadeloupe, aux Antilles de façon générale, et que effectivement, se réapproprier nos racines africaines aussi, c'est vraiment très, très important. Voilà. Tout à fait. Merci à Africa Mundo pour l'invitation. Vraiment, c'est un privilège. Merci, c'est un honneur. Merci de me recevoir. Et puis, merci aussi de m'avoir donné la possibilité de m'exprimer. C'est une chose que j'aime bien faire, donc c'est très bien. Et puis, à très bientôt, j'espère. Un message pour les Africains qui regardent, les Africains du continent qui regardent. Alors, les Africains du continent, préparez des endroits pour que quand on puisse arriver, on se sente vraiment chez nous.
C'est très, 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 très agréable voilà. Et puis, alors, comme j'ai dit aux Antillais, n'ayez pas peur de notre différence. C'est ça qui fait notre ressemblance, notre complémentarité. Voilà, le message est beau, le message est passé. Et puis moi, j'invite aussi les Africains qui le peuvent à partir aussi, découvrir la Caraïbe et justement passer aussi sur les lieux de mémoire. C'est important. Je parle des vrais lieux de mémoire. Je parle pas de ceux qui ont été construits à peu. Hein. Bon, allez, on clôture. Allez, mais merci beaucoup et puis à très bientôt et bonne continuation pour l'œuvre. Hein. Bravo Africa Mundo. Merci beaucoup Raja. Merci. À bientôt, on espère que à bientôt. Bye bye.